Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, bonjour à toutes, 9h, 11h, le tour de l'actualité complète en 2 heures. Vous êtes nombreux à vous scotcher à votre poste récepteur à travers notre réseau synchronisé de médias à travers tout le pays. Bienvenue dans les grandes gueules. Au menu de cette représentation, 2 miraculés. On n'en dirait pas mieux de Dr Kaba, Ousmane Kaba, président du PADES, et de Mamadi Youla, ancien Premier ministre guinéen. Tous deux tirés de justesse à lire de manifestants échaudés, vendredi dernier à Bambeto. S'ils l'ont échappé belle, leurs véhicules, eux, ont eu moins de chance. Vitres brisées, coques esquintées, carrosserie également, roues écartelées. Les images d'une violence extrême relancent inévitablement le débat sur la violence caractérisée sur l'axe dit de la démocratie. Dans quelles circonstances le drame est-il survenu et qu'en apprennent les principaux concernés? Nous aurons au bout du fil, on pourra en parler naturellement, le docteur Ousmane Kaba. Il est président du PADES, il est donc notre invité de ce lundi 5 novembre. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ça ne semble plus dormir assez. Depuis le début du flot d'accusations de malversation qui cible la personne du ministre Maurice Sangaré, 12 milliards de francs guinéens, une subvention de la BID, 80 autres millions de francs guinéens, le ministre aurait tout d'un délinquant financier à mettre au pas très rapidement. Toutefois, au département, on est formel. Les accusations reposeraient toutes sur moins que du vent. Nous crevons donc l'abcès ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, monsieur Maurice Sangaré, que nous aurons au bout du fil. Pour en parler naturellement, mes acolytes dès matin, Moussa Moïse Silla, bonjour. Bonjour Tamba, Zachary, Milimono. Jacques Léwaleno, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Roby, Sarah, bonjour. Bonjour. Et Antoine Kourouma de l'autre côté de la Plate, bonjour. Bonjour Tamba, bonjour à tous. Et on commence donc cette représentation avec vous. C'est important de commencer par ce sujet, avant de venir au sujet inscrit au menu. Il est important de parler du contenu local du côté de la zone minière de Bokeh, même si Antoine dépose son micro, je lui demande de le tenir. Je demande de tenir le micro parce qu'il aura quelque chose à dire. Le contenu local n'est pas respecté du côté de Bokeh. Il faut qu'on insiste là-dessus. Je ne connais pas... Mais quand sais-tu, Roby? Qu'est-ce qui s'y passe? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on promet l'employabilité des jeunes du côté de Bokeh. On a promis d'aider des jeunes à créer de l'emploi du côté de Bokeh ou de participer à l'essor économique, ce qu'on appelle l'essor économique qui est du côté de Bokeh avec les sociétés minières. Oui, mais il y en a, mon cher Roby, le jeune Abdoulaye Keïta, qui parle souvent sur nos antennes, et bien d'autres ont leurs entreprises. Finalement, il y a des sous-traitances avec eux. Tu en comptes combien? Mais ça reste de bons exemples. Tu en comptes combien? Ça reste quand même un bon début. Combien? Moi, je suis tout le temps du côté... Écoute-moi, moi, je suis tout le temps du côté de Bokeh, de Kamsar et de Sangaredi. Je me rends bien compte que l'employabilité des jeunes n'est pas à la proportion de l'ampleur qu'on donne à la chose. Parce que tout simplement, le contenu local n'est pas respecté. Il y a des jeunes, certes, qui ont des entreprises, mais ces jeunes-là sont installés à Conakry et ils sous-traitent les marchés à partir des entreprises ici à Conakry. Il y a des jeunes qui sont du côté de Bokeh, de Kamsar, etc., qui ont des initiatives, mais qui n'y arrivent pas. Il y a aussi le côté retard des paiements de tous les sous-traitants qui ont des contrats avec la plupart des sociétés minières. Les jeunes voient les sociétés minières fleurir du côté de Bokeh, Kamsar et Sangaredi, mais l'emploi n'est vraiment pas là. Il y a encore le chômage qui est un problème crucial de ce côté-là. Au-delà de l'aspect chômage, il y a le couvert végétal qui est le couvert végétal qui est en train de détruire toutes les plaines rizicoles, tous les plateaux où on pouvait semer l'anacarde, etc., est en train de disparaître à cause de l'exploitation minière à outrance. Mais Roby, comment est-ce que ça pourrait être autrement? Parce que lorsqu'ils viennent, il y a des dédommagements
qui sont faites, des réinstallations qui sont procédées pour les communautés. Oui, mais des réinstallations qui ne se font même pas dans les normes. Lorsque vous rentrez du côté de la ville de Sanguérédy, vous regardez à droite, je pense que les villageois qui ont été, je dirais pas expropriés, les villageois qui ont été dédommagés, enlevés de leur village traditionnel pour être réinstallés à la rentrée de Sanguérédy, regardez les bicoques qu'on est en train de construire pour eux. Ce n'est pas digne. Ils se sentiraient encore mieux dans leur case que ceux qu'on est en train de leur proposer du côté dans une espèce de savane presque à la rentrée de Sangarédy. Je trouve que c'est pas normal. Il faut que les autorités se bougent. L'agriculture est très important aussi dans ce domaine-là. Nous avons eu la chance ce week-end de faire un peu du tourisme dans la plantation de ce grand agriculteur, ce passionné d'agriculture qu'on appelle Bobo Denke, qui a des hectares, des milliers d'hectares de riz et d'anacarde. De ce côté-là, c'est un exemple de réussite dans le domaine agricole qui projette même la mise en place d'une usine de transformation d'une rizerie, une rizerie du côté de Bokeh. On a constaté. Tiens, Roby, le président de la République avait promis, je crois, 5 rizeries. Oui, mais au Guinéen, qu'en est-il aujourd'hui? 5 rizeries, sauf que lui, en réalité, il n'en a financé que 3. Les 2 autres, je pense que sont des faits des privés. Ce sont des privés, dont celle de Bobo Denke. Pourtant, ça fait un fonds de campagne. Oui, mais ça fait un fonds de campagne. C'est tout à fait de la politique. Mais la réalité veut que ce soit autre chose. Je pense que des initiatives comme celle de Bobo Denke, qui a vraiment investi énormément d'argent dans l'agriculture et qui, de cette manière-là, va participer à l'autosuffisance alimentaire, je pense que c'est une initiative à saluer. C'est un monsieur qui a des hectares d'anacarde et de riz, qui va bientôt produire le riz de manière locale, en s'acheter même. Je pense que c'est une grande initiative. Il faut encourager ce monsieur qui investit de son propre argent, il faut le souligner, sans subvention de l'État, sans prêt bancaire, c'est son propre argent. Il prend l'initiative d'investir dans des hectares de riz. Je pense qu'il faut l'encourager. Il faut pousser les autres opérateurs économiques à suivre son pas. Il y en a d'autres qui commencent à suivre son pas, mais qui sont encore tatillonnants. Je pense que c'est important et le président de la République doit vraiment l'encourager dans ce sens-là. Les grandes gueules. Vous pouvez naturellement réagir, vous auditeurs et auditrices des grandes gueules au GG 8037. Exprimez votre opinion, dites ce que vous pensez de tous les sujets que nous abordons. Également, vous pouvez nous envoyer votre SMS au 657 39 13 13 et votre réaction sera lue à l'antenne. Moussa Moïsila, ce monsieur Bobo Denke qu'on a rencontré, c'est un homme aux hanches, comme on dit, bien solide, un gargantua, une bête de l'agriculture. Amoureux, un passionné de l'agriculture. Qui investit grandement dans ce milieu-là. Tout à fait, Tamba. Alors, ce que je veux dire, c'est que investir dans le monde rural, c'est la meilleure façon de redistribuer les richesses dans un pays. Tout ce dont nous parlons, les mines et autres, je pense que le monde rural, il n'y a pas meilleure façon de toucher le citoyen jusque dans le dernier hangar au coin le plus reculé du village de Jacques Léwaléno. Parce que tout simplement, le monde rural, c'est véritablement la première richesse dans un pays qui se veut sérieux. Écoutez, dans le domaine de l'agriculture, notre pays, le président Alpha Condé, il a annoncé lorsqu'il a pris fonction qu'il ferait donc de ce secteur une priorité, le secteur moteur même du développement de notre pays. Il a pris l'exemple sur d'autres pays où ça marche, la Côte d'Ivoire notamment. Mais il faut rappeler quand même qu'en 2003, à l'occasion d'une rencontre du côté de Maputo, en 2003, il y a des initiatives, il y a des recommandations qui ont été faites aux États africains. Des recommandations qui ont été confirmées 10 années plus tard, cette fois-ci du côté de Malabo, en Guinée équatoriale. Ces recommandations disaient, donc donnaient une sorte d'instruction aux États africains, d'amener progressivement leur budget, leur part de budget alloué au secteur de l'agriculture à au moins 10%. 10% du budget total. Exactement, 10%. Écoutez, il y a certains pays qui n'ont pas attendu que ces recommandations leur soient faites. Parce qu'il s'agit d'abord du développement de ces pays, il s'agit d'abord du devenir de ces pays-là et aussi de leur économie. Parce qu'ils savent très bien comment l'agriculture peut réjaillir dans le panier de la ménagère. L'agriculture peut permettre au pays d'avoir une certaine santé économique assez fière. Alors, du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, il existe un programme national d'investissement agricole, en abrégé PNIA, avec un coût global de 11 905 milliards de francs CFA. Et ce programme, qu'un programme. De 2018, parce que le programme est à sa deuxième phase, donc c'est le PNIA 1, le PNIA 2 dont je parle, de 2018 à 2025, ce programme ambitionne de passer à une autre échelle
agricole, en valorisant les productions agricoles, en exploitant plus profondément le potentiel d'emploi du secteur et mieux partager la prospérité qu'il engendre avec, bien entendu, la couche juvénile en fond de toile. Alors, le premier programme de PNIA 2012-2016 a permis la création de 1,8 million d'emplois dans ce pays. Moussa, ce que vous soulignez, malheureusement, que nous n'avons pas en Guinée, que l'on pourrait naturellement copier, c'est que cette histoire de contenu local lié aux mines soit transféré, il soit transposable à l'agriculture aussi, aux autres secteurs. Bien entendu, je parlerai en fait, après juste l'exposé de cette petite recherche, je parlerai un peu du contenu local. Mais je veux parler des pays qui font véritablement des efforts, qui ne font pas que du folklore dans le domaine agricole, parce que les faits sont là. Quand vous investissez dans l'agriculture, lorsque vous faites du sérieux, eh bien, les résultats sont tout de suite visibles. Alors au Mali, il y a un conseil supérieur de l'agriculture qui a adopté un plan agricole consolidé et harmonisé 2017-2018. Le coût global de cette campagne se chiffre à 287 milliards 679 millions 207 500 francs. Tu nous fais du cas au carré ce matin, Moussa Moïse. Alors, ce montant-là de 287 milliards, ça englobe toutes les filières de production agricole, animale, végétale, halieutique et aquacole. Alors, donc ça permet non seulement au pays de consacrer 15% de son budget à l'agriculture. 15%. Donc, au-delà même des recommandations de Maputo et de Malabo. Ça permet à l'État... Donc, ils ont fait plus que ce qui était prévu. Un pays qui connaît une véritable guerre dans sa partie nord et qui a des problèmes d'instabilité un peu partout. Le problème d'eau également, la nature. Et qui tire son salut en matière d'eau, puisque vous en parlez, grâce à la Guinée en partie. Absolument. Alors, donc, ce pays-là consacre 15%. Et le 23 mai dernier, IBK, lorsqu'il lançait cette campagne agricole, il a annoncé la subvention d'au moins 800 tracteurs. Ici, nous en avons quelques dizaines qui ont été confiés à je sais pas, à Kanyassi, je pense, mais dont je peine aujourd'hui à voir les véritables résultats. Donc, l'agriculture là-bas, au Mali, c'est 40% du PIB. 2017-2018, le coton, par exemple, parce que quand vous mettez de l'argent dans l'agriculture et que vous surveillez l'utilisation de ces fonds-là, ça produit tout de suite des résultats. Le coton, dans ce pays, c'est passé à 728 500 tonnes, alors que l'objectif était à 725 000 tonnes. Savez-vous, pour vous laisser continuer, Moussa Moïse, le montant, les 289 milliards de francs CFA dont vous parliez tantôt, l'équivalent en francs guinéens, c'est au moins 4 624 milliards de francs guinéens. Donc c'est incroyable. Il faut attendre encore longtemps pour qu'un programme puisse bénéficier d'une telle subvention. Alors, au-delà même de cette subvention, il y a que le pouvoir public donne l'exemple par la subvention de certains intrants. Regardez du côté des motoculteurs, 500 unités ont bénéficié donc de la subvention de l'État. Les tracteurs, 300 en ont bénéficié. Les multiculteurs, 1000. Les sémois, 1000, les charrettes, 1000, les batteuses, 400, les décortiqueuses, 400. Là-bas, on parle actuellement de village agricole. Et pendant ce temps, la Guinée fait quoi? Village agricole, à l'image donc des logements sociaux. Vous savez, les logements sociaux, on viabilise un site, on met de l'électricité, toutes les commodités qu'il faut. Et bien là-bas, ils sont à un stade d'expérimentation des villages agricoles. Là où, dans des villages reculés, on mettra toutes les commodités qu'il faut, l'eau, l'électricité, on va viabiliser les sites. Et la politique de l'État, c'est d'amener les jeunes à s'intéresser à l'agriculture. Ici, nous avons quelques jeunes qui font les efforts, Abdraman Diallo et bien d'autres. Moi, je serai bientôt à mes débuts dans le domaine de l'anacarde. Ruby qui est déjà dedans, Tamba également. Mais là-bas, on incite les jeunes à le faire. Parce que ce ne sont pas des effets sporadiques comme ça, de façon isolée, qui disparatent, qui peuvent produire des résultats. Là-bas, ils sont dans une phase d'expérimentation des villages agricoles. Parce que ça va permettre énormément de jeunes qui partent mourir dans la mer ou dans le désert. Ces jeunes-là vont avoir une autre raison de rester au Mali et donc de lutter. Absolument. On peut faire quelque chose. Alors, le Sénégal, le budget alloué à l'agriculture a progressé de 10,8%. Ici, dans notre pays, parce que je ne pourrais pas donner tous les résultats, nous sommes passés, rappelez-vous, en 2017, l'agriculture, le secteur, le budget qui a été alloué à l'agriculture a été phagocyté de 33%. C'est-à-dire qu'on est passé de 449 milliards, 41 millions 937 000 en 2017 contre 522 milliards
en 2016. D'accord. C'est-à-dire un recul de on a reculé. On a reculé un recul de 33%. Alors que dans notre pays, nous avons quand même 6,2 millions d'hectares de terres arables. Les potentialités, je ne peux pas toutes les citer. Et pas nécessairement besoin d'engrais et tout ce que vous savez. On peut faire beaucoup dans ce domaine. C'est pourquoi le cas de Bobo est un cas illustratif. Mais si chaque Guinéen faisait pareil, je sais qu'en Sourdine, les grands commerçants importateurs de riz ont de vastes domaines agricoles actuellement, sont en train d'expérimenter tout cela. Parce que si tous les Guinéens s'y mettent, à un moment donné, on n'aura plus besoin d'exporter ces 300 000. L'exemple des pays chinois et autres. Voilà, ça va cesser. Donc, ces grands commerçants, ces grosses fortunes sont en train de comprendre que la véritable richesse se trouve dans le domaine de l'agriculture. Ce qu'on a fait dans le domaine du coton dans notre pays, regardez l'exemple que le Mali a fait. C'est extraordinaire. On aurait pu mieux faire. Et ce qui est assez grave, c'est que de tous les produits, de toutes les productions agricoles, nous avons l'une des meilleures qualités sur le continent. Quand vous prenez l'anacarde, quand vous prenez le riz, nous avons l'une des meilleures qualités sur le continent. Mais il faudrait qu'au-delà du folklore, qu'au-delà des décisions populistes, que l'État puisse quand même mettre du sérieux en organisant, en mettant les moyens qu'il faut pour le secteur, pour la Chambre nationale d'agriculture, mais aussi en organisant les paysans. En ce qui concerne le contenu local, je veux juste rappeler... En quelques secondes, Moussa, s'il vous plaît. En quelques secondes. Il ne s'agit pas de dire tel PME a une sous-traitance avec telle société. Non. Moi, c'est pas ça le contenu local. D'accord. C'est de permettre, lorsqu'une grosse société, une grosse firme veut s'installer en Guinée, c'est obligatoirement lui imposer qu'une bonne part... Mais il y a des obligations légales quand même. Il y en a. Qu'une bonne part... Le contrôle n'est pas effectif. 20 à 30% soit donné à des Guinéens, à des nationaux. C'est cela. C'est comme ça qu'on peut tirer l'économie, le secteur privé guinéen vers le haut. Normalement, c'est pas comme ça. Mais il faut interpeller le ministre. Il faut interpeller le ministre des Mines. Parce qu'en réalité, Moussa Moïse, c'est prévu par la loi. Le président Alpha Condé l'a annoncé, mais ce n'est pas appliqué. Imaginez que des Guinéens puissent s'organiser et pour avoir des parts au sein des grosses sociétés minières qui existent dans notre pays. Vous pensez qu'on ne va pas lutter contre la pauvreté de façon parallèle? Quel est ce Guinéen, dites-moi, depuis 2010, avec le régime, qui est devenu multimillionnaire? Absolument. Par le fait de la politique dans le secteur privé de notre pays. Ça, c'est une très bonne question. Je pose la question. Qui Alpha Condé a rendu multimillionnaire? Je ne parle pas des fonctionnaires. Je ne parle pas des ministres. Là-bas, on ne va pas pour s'arranger. Je parle du secteur privé. Absolument. Tous ceux qui survivent aujourd'hui, qui vivotent, je vais te dire, absolument, ce sont des fortunes créées autant de compter. Mais d'ailleurs, on les étouffe. On les étouffe, Moussa Moïse. Autant de compter. Vous voulez, ailleurs, on voit des golden boys qui poussent un peu partout au Nigeria, en Éthiopie. Pourquoi en Guinée, on ne peut pas favoriser cela? C'est la question que je me pose. Jacques Léo Alino, ça s'appelle des champions. Pour soutenir une économie, faire marcher sa propre démarche, ses propres réformes en matière d'économie, il nous faut ces champions-là, ceux-là qui tiennent la tête du peloton de notre économie. Est-ce que ça doit passer par l'autonomisation, comme Moussa Moïse était en train de le décrire tout à l'heure, à travers la politique du contenu local? Bon, la politique du contenu local, je ne sais pas comment elle peut être faite de manière à éviter quand même des risques ou d'autres risques. Parce que ma réflexion, c'est quoi? Aujourd'hui, on est en train d'encourager quand même, on l'a écouté lors de la journée du paysan du côté des Nzérékoré, où on était en train de parler avec des responsables des bureaux agricoles du côté de la région forestière, mais également à travers le pays, les gens qui ont de l'argent pour investir dans le domaine agricole. Moi, ma réflexion va au-delà de ces nantis. Qu'est-ce qu'on fera de ce petit paysan qui a son bas-fond et qui a l'habitude de s'aimer juste pour assurer, n'est-ce pas, le quotidien, pour assurer, n'est-ce pas, la nourriture familiale. Absolument. Je pense qu'il faut faire en sorte que l'organisation commence à partir de là. Parce que si on part du sommet, on finira finalement, parce que moi c'est ma crainte, par vendre toutes les terres qui appartiennent à ces paysans qui n'ont pas de moyens, qui n'ont aucune possibilité de mettre en valeur leur domaine agricole. Et finalement, qu'est-ce qu'on fera d'eux? Soit ils deviennent, si vous voulez, des ouvriers alors qu'ils n'ont appris aucun métier. Ce sont des paysans. Ils ne connaissent que le travail de la terre. Parfois, c'est de labourer. Après, si c'est beaucoup plus performant, c'est avec des charrettes. Mais est-ce que pour ça, Jacques Léo Alino, il ne faut pas faire deux choses? C'est-à-dire que l'on renforce le pouvoir des petites instances de prêt d'argent, par exemple, ou que de l'autre côté, on crée des banques spécialisées. De toutes les façons, à mon avis... Il y a le crédit rural, tout ce que vous savez. Où est sa capacité de prêt?
À mon avis, Très bonne question. Le travail à faire ne doit pas commencer au sommet. Ça ne doit pas commencer, ce n'est que mon avis, ça ne doit pas commencer avec ceux qui ont nécessairement de l'argent, ces grands opérateurs économiques qui ont suffisamment d'argent pour investir dans le domaine agricole. Ce n'est pas eux que l'État doit financer. L'État doit aller vers les paysans. Mais comment l'État doit organiser le monde paysan. Ce que vous dites, on l'a entendu depuis 2010, le développement par le bas. On a entendu toutes ces politiques-là, mais sur le terrain, comment y parvenir? Je sais qu'on n'est pas en train de le faire, mais je crois qu'on peut le faire. Il y a beaucoup de possibilités, on a beaucoup d'atouts. Il y a cette terre qui existe. Il y a également, nous avons une école d'agronomes de Farana. On peut faire en sorte que ces gens-là deviennent des fonctionnaires. Au lieu de les avoir dans les classes, au lieu de les avoir parfois même dans les médias, on peut les avoir, n'est-ce pas, sur le terrain, accompagnés par l'État pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, aider les paysans à transformer leurs pratiques, à améliorer leurs pratiques agricoles pour accroître le rendement. Absolument. Sinon, si on part vers le haut, la crainte, c'est de transformer ces paysans-là en de simples mendiants parce qu'ils n'auront même plus un seul domaine, un seul lopin de terre pour mettre en valeur. Et une chose, Antoine Kourouma, qui ne se dit pas suffisamment, même les apports en intrants agricoles dont on a parlé depuis plusieurs années, ça n'arrive pas à ceux qui en ont le plus besoin. C'est souvent dans les chambres d'agriculture que ça se distribue ou que ça se vend d'une manière assez inacceptable. Le constat qu'on a fait en faisant nos tournées à l'intérieur du pays, c'est que beaucoup de paysans tout de même ont reconnu qu'ils reçoivent des intrants. Beaucoup l'ont reconnu. C'est pas le témoignage même que j'en ai eu. Récemment, avec la journée nationale du paysan en Nzéré-Corée, on a dit ici que c'était du folklore. Il y a eu des annonces qui ont été faites de ce côté. Les paysans ont posé leurs problèmes par rapport à l'accès à leur domaine agricole et tout cela. Mais après cet événement, qu'est-ce que c'est devenu, les promesses du chef de l'État? Vous parlez tantôt des rizeries que doit faire l'État, mais est-ce que le président, les promesses faites en Zélé qui ont été respectées? Très bonne question. Je ne crois pas du tout, parce que j'apprends que c'est des opérateurs privés qui se débattent, qui aident l'État à mettre en place ces rizeries-là, notamment Boboné que vous citiez tantôt. Même au-delà de cela, Antoine Kourouma, mettre le bébé dans le ventre de la maman. Vous vous rappelez de ce parlant de vache? L'insémination artificielle, jusque-là, n'est pas portée par le ministère de l'Élevage. Il y a beaucoup de propos en l'air venant de nos autorités, surtout des promesses une fois à l'intérieur du pays. Sauf que des propos aux actions, il y a un grand fossé. Rappelez-vous de cette promesse d'usine de pommes de terre du côté de Timbi Madina. Mais allez-y voir. Allez-y voir, le terrain il est encore vierge. Il y a de la brousse qui a poussé. On y a été, on a vu le terrain. Mais le président, quand il va à l'étranger, il dit qu'on est en train de construire des usines de pommes de terre dans le pays, alors que sur le terrain, ce n'est pas le cas. Il n'y en a rien. C'est vraiment très grave qu'on entend des choses et que sur le terrain, ce ne soit pas le cas. Et notre président, si vous avez bien suivi ses rencontres avec les paysans, quand on lui dit, Monsieur le Président, on a besoin de ça, il te répond tout simplement, bon, on va faire ça. Ça aussi, on va le faire. Il promet même des bonbons, des usines de bonbons et de chocolat. J'ai envie de m'attarder un peu sur cette visite. La visite de Kassouri Fofana dans les zones minières. Rappelez-vous du PM quand il s'est rendu à Bofa, il a fait aussi des promesses par rapport à l'employabilité des jeunes, par rapport également au respect du contenu local. Il le fait parce qu'il a envie que la population de ce côté lui fasse confiance, mais on sait une chose, c'est qu'à Boké, il n'était pas la bienvenue. Il n'était pas la bienvenue parce que de Bofa, il devait se rendre à Boké dans l'immédiat, mais ce n'a pas été effectif. Il s'est retourné à Conakry. Il a fallu des négociations pour que Kassouri Fofana se retourne à Boké, parce que les jeunes de ce côté ne sont pas contents parce que celui-ci a fait des promesses dans le passé qui n'a pas été en mesure de respecter. Ils ne sont pas tenus. Par rapport notamment au respect du contenu local. Kassouri Fofana avait fait des promesses. On l'accuse d'être parrain de certaines qu'on appelle de certaines sociétés minières de ce côté-là. Mais il a fallu qu'il y ait des négociations ardues pour que Kassouri reparte à Boké afin de tenter de convaincre comme il sait bien le faire. Donc il faut dire qu'il y a de la frustration sur le terrain qu'il est important de signaler tantôt. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.